était tout petit, il y avait une dame qui pour nous était déjà âgée, la Biloute, qui était la sage du village. Et donc, quand on disait ça fait les 4 temps, que vraiment il neige, ainsi de suite, que vraiment ça, il en tombe beaucoup. Alors là, on se donnait un petit peu peur et on allait chez cette dame, la Biloute. Et elle avait un grand lit et tout gamin, on montait s'asseoir sur le bord du lit, on disait « Biloute, il faut nous lire la Grande Avalanche ». Parce que la Grande Avalanche, c'est cette fameuse avalanche qui est partie de très haut, des sommets, et puis qui a vraiment emporté des maisons et qui a fait des morts. Donc elle sortait un grand livre comme ça, les anciennes pages avec l'écriture à l'encre, voilà. Elle chaussait ses lunettes, on se mettait tous dans le lit, il y avait le vent qui hurlait, et elle commençait. La Grande Avalanche. Et nous, on frissonnait dans la pénombre, on était... voilà. Quelle folie de s'installer ici, dans une telle pente, serrés les uns contre les autres, coincés entre les couloirs d'avalanche. On a tout dit sur les premiers habitants de Cellier, qu'ils fuyaient la guerre, l'insalubrité de la plaine, que c'étaient des brigands en fuite. Une seule chose est sûre, pendant 850 ans, les avalanches ont fait partie de la vie. On s'adaptait. Et puis un jour, tout a changé. La génération, par exemple, d'avant mon père, ou en tout cas d'avant ma mère, puisque c'est ma mère qui habitait ici, eux n'avaient pas de soucis puisqu'ils n'avaient pas à se déplacer. L'hiver, la plupart des hommes partaient à Paris pour travailler, pour avoir une rentrée d'argent liquide. Et c'est les femmes qui restaient ici avec les enfants et qui s'occupaient des animaux. Parce qu'à l'époque, ils vivaient vraiment en autarcie. Hein. Dans chaque famille, il y avait un cochon, voire 2. Il y avait des vaches qui fournissaient le lait. Le pain était fait au four à pain. Enfin voilà, ils n'avaient pas à se déplacer l'hiver. Moi, je pense que les gens, avant 1960, n'ont certainement pas vécu ça comme dangereux. Les bâtiments étaient organisés pour vivre avec la neige. C'est classique des villages de montagne, l'étable à côté de la cuisine, ainsi de suite. Et tout ça, les gens n'avaient pas besoin de sortir. Et les gens n'allaient pas se promener l'hiver. J'ai encore vu, moi, les anciens là, dans les villages qui vivaient à côté du poêle, qui allaient à l'étable faire leur boulot. Voilà. Donc je ne pense pas que ça, c'était une contrainte. Si les avalanches coulaient l'hiver, elles coulaient l'hiver. Il n'y a personne qui avait besoin d'aller dans la vallée. Où l'avalanche, à mon avis, a commencé à devenir bien embêtante, c'est quand les gens ont été obligés de circuler. Les gens sont devenus double actifs et ont commencé à aller travailler dans l'usine, dans le fond de la vallée. Et donc, ils étaient obligés de se déplacer quotidiennement. Faire les trajets l'hiver, la route coupée, etc. Les hommes obligés de partir à pied 3 heures avant d'attaquer le boulot. Enfin, vous imaginez les gens qui travaillaient la nuit. Mon père qui commençait à 4 heures du matin, 1 heure du matin, il partait. Enfin, des trucs comme... Ou alors, quand il finissait à 8 heures le soir, il n'arrivait pas avant 11 heures ici. Après, c'est payé 3 heures de marche dans la neige. Donc, les hommes ont dit, non, c'est plus possible. Il faut vivre dans la vallée, habiter dans la vallée pour pouvoir aller travailler dans la vallée. À partir des années 60, les villages de Cellier se vident et l'exode rural met définitivement fin au monde d'autrefois. Au milieu de cette torpeur, la neige et les avalanches continuent de rythmer la vie de ceux qui ont décidé de rester. Elles faisaient partie, ces avalanches, presque de, je dirais pas de la famille, mais elles avaient tout un nom, évidemment. On disait la Cruz, elle est en bas, le Gorza, ça sera demain. Alors, la Roche, alors, est-ce qu'elle est descendue grosse? Les gens disaient, elle est grosse. Alors, on allait voir l'avalanche de la Roche. On disait, mais il y en a plus que l'année dernière ou que l'autre année. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et je sais pas, bon, voilà. Pour moi, c'était pas déplaisant. Peut-être l'inconscience d'un gamin, peut-être ça, mais voilà. Le Nantais.
la Cruz, le plan du lit, la grande lanche, la tuile, la roche. Des noms qui faisaient briller les yeux d'un gamin. Des noms qui faisaient peur aussi. Des noms qui forçaient le respect de ceux qui les connaissaient et les avaient déjà vus descendre. Des avalanches qui laissaient chaque année 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres d'épaisseur de neige sur la route. La nuit, voilà, c'était un bruit immense. Elle frôlait les maisons et on attendait le lever du jour pour essayer de comprendre où était la route, quoi. Est-ce qu'elle est là, pas là? Les avalanches ramenaient des paravalanches, ramenaient des bois, des sapins, des cailloux, et changeaient le paysage et tout ça. Des avalanches qui obligeaient encore et toujours à se déplacer à pied. Car il fallait parfois une semaine aux engins de l'époque pour arriver à faire une trace dans ces monstres blancs. L'avalanche de la Roche, quand elle est descendue et qu'on passe dessus, on a toujours la pensée qu'il en revienne un petit peu, qu'elle redescende à nouveau. Il y a une inquiétude quand même. On ne se balade pas dans un couloir d'avalanche l'esprit tranquille. Et puis dans les années qui ont suivi, on avait besoin de bouger pour venir à notre bergerie. Là, c'était obligatoire. Et on passait sur cette avalanche, puisque cette partie de route n'était pas toujours déneigée. Et à certains moments de la journée, passer sur cette avalanche, c'était une vraie... oui, on était inquiets parce qu'il avait reneigé, elle pouvait redescendre, etc. etc. Donc on ne le prenait pas à la légère. En 1979, il ne reste que 51 habitants à Cellier. C'est à cette époque que l'État relance les travaux entrepris dans les années 50 pour sécuriser la route et l'accès au village. Plus d'une centaine d'ouvrages et près de 600 000 arbres avaient alors été plantés dans le haut des couloirs pour bloquer la neige et empêcher les avalanches de partir. Mais faire revenir la forêt dans ce milieu hostile n'était pas si facile. Et les premières plantations avaient en partie échoué. Dans les années 80, on s'est rendu compte que la forêt n'était pas capable de jouer son rôle. On l'a su plus tard, les plantations ont été faites à des espacements qui étaient beaucoup trop éloignés. Les provenances de graines n'étaient pas forcément les meilleures adaptées. Les soins qui ont été donnés étaient insuffisants. Et dès que les arbres ont atteint ce diamètre, à peu près 10-12 cm, il y a eu des casses terribles. On retrouvait chaque année d'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'arbres par terre cassés. Et c'est vite posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Et on s'est interrogé sur la façon de planter, sur des méthodes qui permettraient de faire en sorte que la forêt puisse s'installer comme il faut. C'est très difficile d'installer la forêt au-dessus de 1600-1700 mètres. On rentre dans ce qu'on appelle la zone de combat. Et les arbres isolés, ils peuvent pas pousser. Les arbres qui sont de mauvaise provenance, ils n'ont pas leur place. Donc tout ça a été réfléchi en s'appuyant beaucoup sur les travaux de nos voisins et amis forestiers suisses pour pouvoir trouver d'autres techniques de boisement. Au début des années 80, l'aventure reprend. Sous la conduite du service de restauration des terrains en montagne, Cellier se transforme en laboratoire géant. On teste des ouvrages, on teste des essences d'arbres. On veut comprendre le rôle du vent, connaître l'impact des hauteurs de neige. On veut faire revenir la forêt à tout prix pour trouver une solution durable aux avalanches et offrir à Cellier une deuxième vie. Quand j'arrive sur le secteur, déjà il faut commencer à faire un peu de cartographie. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse mettre sur plan tout ce que la forêt révèle. Les sentiers, les couloirs, avec les particularités des couloirs, certains sont plus difficiles que d'autres. Les plantations existantes, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui reste, une sorte d'état des lieux. Et puis être capable, et ça c'est vraiment le message des Suisses, c'est d'observer ce que le terrain va nous donner. La forêt, elle donne des indices. À nous de nous en servir pour pouvoir faire un boisement qui sera le plus performant possible. Observer les arbres, comprendre pourquoi certains poussent droit
et d'autres non. Leur permettre de mieux grandir, d'être moins courbés malgré la neige, malgré la pente. En altitude, il ne faut pas être seul. Le salut vient du collectif. Les ingénieurs et techniciens forestiers suisses se sont rendus compte que la nature, toute seule, quand elle était capable d'installer un boisement dans les zones difficiles, dans ce qu'on appelle les zones de combat, elle ne laissait jamais prospérer des arbres isolés. C'est toujours un petit groupe d'arbres qui arrivait à s'en sortir. Ils étaient plus forts pour se protéger contre le vent, contre la neige. Les racines arrivaient aussi à être beaucoup plus fortes, à constituer un réseau complètement différent. Et c'est une belle image que celle de le groupe, l'union qui fait la force. Donc les Suisses se sont dit, la nature fonctionne comme ça, et bien on va essayer de la copier. Voilà pourquoi quand on plante des collectifs, on plante des groupes d'arbres qui sont assez serrés, qui ont une forme de goutte d'eau, qui permet à la neige de passer de chaque côté. Il y a une espèce de protection naturelle qui se fait. Il ne suffit pas que tout le monde s'en sorte, il suffit que quelques-uns, que les plus forts, soient là. Et comme ça, la forêt va pouvoir rester pendant longtemps. Il faut regarder les photos d'époque pour comprendre le travail accompli. En 1987, le haut des couloirs est encore à l'état de broussailles et leur tracé est évident dans la pente. Aujourd'hui, il est plus compliqué de les repérer dans le paysage. L'ambiance forestière est devenue une réalité et le temps des premières coupes est donc arrivé. Alors on a planté beaucoup d'arbres, quelques centaines de milliers. On est dans la phase où on peut commencer à en couper. On doit commencer à éclaircir pour faire en sorte que certains plus gros puissent prendre de la force. On sait très bien que si on laisse tous les arbres se débrouiller tout seuls, on va avoir après un château de cartes complètement instable. Donc il faut commencer à intervenir, sélectionner des arbres qui seront les arbres d'avenir, qui seront des arbres solides sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et couper des arbres pour un forestier, c'est une façon d'entretenir la forêt, c'est indispensable, c'est obligatoire. Si on veut qu'il y ait des gros, des jolis, des forts, il faut forcément sélectionner. Salut Didier. Salut. Salut Philippe. Bien, et toi? Messieurs, bonjour. Salut Didier. Nicolas. Ça va bien? Salut Didier. Et Germain. Alors, programme aujourd'hui, c'est quoi? On va terminer le collectif. Il nous restait 2 arbres à abattre. Donc celui-là d'Épicéa et celui Houtier. Ouais. Ah, les deux là, les deux, ouais. Ils n'ont pas été coupés tout de suite quand on a implanté le collectif? Non, il nous restait ces 2-là, donc du coup, on va les faire tomber aujourd'hui. Et ils tombent de quel côté? Celui-là, on va l'emmener là-bas vers le paravalanche, et puis celui-là, il tombera plus. Celui-là, il va être là, avant le chemin. D'accord. Donc comme ça te fait un collectif là. Et puis un derrière nous. Et puis la tête de celui du dessous sur le Mélèze et l'Épicéa en fourche. Là. Voilà, c'est ça. Okay. Bon, on va s'écarter de côté, on va laisser bosser. Ouais. Deux collectifs ont été d'abord délimités et on a coupé tout ce qui était à l'intérieur. Maintenant, on a une mise en lumière correcte des branches vertes qui sont restées vivantes, ce qu'on appelle les lisières vertes. Elles vont pouvoir continuer à prospérer, les arbres des collectifs vont pouvoir continuer à pousser, à grandir. Et dans le milieu qui a été dégagé, on peut espérer que des feuillus vont s'installer, que la régénération va se mettre en place et on aura ainsi réussi à irrégulariser le peuplement. Ces trouées, en fait, là, elles vont avoir un autre avantage. En plus du peuplement, elles vont aussi capter la neige. Puisque sur un peuplement complet, la neige, elle fait passer que dessus et elle va aller se poser plus loin et souvent, des fois, alimenter le haut des couloirs. Alors que là, le fait de miter
et de faire ces choses-là, ça va faire une accroche à la neige qui va venir se poser à l'intérieur de ces trous. Un autre avantage qu'on n'a pas cité, c'est pour la faune. On a constaté que d'ouvrir des trouées dans les peuplements modifiait en quelque sorte le biotope et permettait à certains animaux, tels que le tétras, de s'installer plus facilement dans les boisements parce que ça leur fait des pistes d'envol et des zones où on va retrouver plus de feuillus, des baies, des choses comme ça. Donc ça va modifier un peu le biotope et permettre à certains animaux de s'installer plus facilement que si on avait un peuplement en plein. Faire revenir le tétralyre, mais chasser le cerf. Accueillir le loup, mais défendre les brebis. Garder la neige pour le ski, mais faire disparaître les avalanches pour pouvoir circuler. L'équilibre est dur à trouver sur un territoire si fragile. Près de 60 ans après les premiers reboisements, on plante encore des arbres à cellier. Le pin sambro n'a pas poussé ici? Ce n'est pas grave, nous allons le planter là. Laboratoire de la forêt, Cellier continue d'expérimenter. Toi, ils arrivent comme ça, Sébastien, les plants. Une cagette. Hop. Un petit qui deviendra grand. Merci. Ça, tu vois, c'est un arbre planté, c'est un pin sambro, comme ceux qu'on plante aujourd'hui. Il est mort, tu vois, ça se trouve, il s'est peut-être fait manger par les animaux. Il n'a plus d'écorce sur ses petites branches. Puis peut-être aussi qu'il a eu une période de forte sécheresse. Et il n'a pas réussi à vivre. Non, mais regarde, là, il y a un épicéa. Non, c'est pas nous qui l'avons mis, celui-là. Ah non, ça c'est des... Celui-là, là. Non, non, c'est pas nous, ça. Ah, tu vois, ça se fait naturellement. Plus la peine de planter. Excellent. Je prends une photo. La forêt a finalement eu raison de certains couloirs, et l'on n'y voit plus d'avalanches aujourd'hui. Mais d'autres sont des durs à cuire. Pour canaliser leur ardeur, on imagine dans les années 90 d'autres techniques, d'autres outils. Et pour mener la bataille contre les avalanches, on sort l'artillerie lourde.
Le conseil départemental de la Savoie a ainsi équipé Cellier de 7 Gazex, 7 canons déclencheurs d'avalanche répartis dans les différents couloirs et reliés à 2 abris où sont stockées les réserves de gaz nécessaires aux détonations. À la fin de l'automne, on rebranche les gaz et on reconnecte l'ensemble des appareils en prévision de l'hiver. Aujourd'hui, on est venu pour la dernière séance d'entretien des déclencheurs qu'on appelle la séance M3, où on vient tester, rebrancher en fait les déclencheurs à l'abri et remettre en place tout ce qui est alimentation, donc alimentation par panneaux solaires notamment. On ramène les batteries qui sont pleines également et on fait les tests de mise en route. Donc aujourd'hui, on ne peut pas les faire, c'est trop tôt dans la saison, c'est un petit peu tôt dans la saison. Il y a encore des chasseurs et du monde et on risque de mettre le feu. Mais donc on fera les tests un peu plus tard et donc on vient juste faire des tests de connexion pour voir que tout ce qu'on a rebranché est opérationnel pour l'hiver. Comme ça, après, on la redresse. Voilà, attention à tes pieds. Depuis qu'on a tous ces Gazex, tous ces secteurs équipés et qu'on tire régulièrement, on évite tout le phénomène de grosses avalanches, puisque vraiment le principe de ces Gazex, c'est de tirer dès qu'on a des précipitations un petit peu importantes. Souvent, c'est 30 cm, mais ça peut être un petit peu plus. Et l'idée, c'est vraiment de décharger les pentes des grosses accumulations, de façon à éviter le phénomène de grosses avalanches qui va arriver jusqu'à la route. L'hiver approche. Les chamois fuient les premières neiges. Le vent commence à faire son travail. Et pour les arbres, la lutte commence. À Cellier, on ne rentre plus les patates avant l'hiver. On ne tue plus le cochon. On sait qu'on pourra toujours se rendre dans la vallée. Car aujourd'hui, une poignée d'hommes veille sur tous les autres. La vigilance de chacun a été confiée à quelques-uns. Ils travaillent pour notre sécurité. Ils déclenchent des avalanches pour que nous puissions circuler. Monsieur le maire. J'étais au téléphone. Ça va? Ouais. Est-ce que tu déclenches ce soir? C'est possible. J'ai encore pas. On a déclenché hier soir. Ouais, donc parce qu'on va monter à la retraite là. Ouais. On va passer la nuit. Et Sébastien m'a dit que le déclenchement c'était vers 19h. Ouais, c'est possible. Ça mériterait à mon avis parce qu'on a tiré hier soir, mais ça commence à dû empiler. Hein. Ça neigeait encore cette nuit là. Il paraît qu'il y avait 60 cm à Cellier dessus ce matin. Déclencher ou non? Fermer la route ou non? Telle est la question aujourd'hui à Cellier. Une question d'initiés, d'experts, de responsables, qui n'est pas celle d'hier et ne sera peut-être pas celle de demain. Les temps changent, voilà tout. L'hiver, c'est aussi l'occasion d'aller voir les ouvrages par avalanche. On ne vous en a pas encore parlé, mais sans eux, la forêt n'aurait pas pu exister.
On est au chalet de l'Arpette. C'est un très vieux bâtiment qui a servi à héberger les ouvriers qui travaillaient dans les années 50-60 à la construction des paravalanches et aux plantations. Ils ne rentraient pas dans la vallée et ils dormaient et mangeaient ici pendant toute la semaine. Ils descendaient seulement le dimanche. À l'époque, on travaillait le samedi. On appelait le chalet des Italiens. On appelait la baraque des Italiens parce qu'à l'époque, les ouvriers étaient des gens qui venaient du nord d'Italie. Alors bien sûr, ils ne rentraient pas chez eux. Ils restaient à bosser tout l'été. Et voilà. C'était vraiment une base tranquille pour eux. Et puis on s'en sert encore. Nos ouvriers sont bien contents de l'avoir quand il y a le mauvais temps, quand il y a la pluie, quand il y a la neige. Ça fait vraiment une bonne halte. Puis moi je suis content quand je viens ici en tournée de pouvoir faire un peu de feu à midi. Puis en l'occurrence quand on va passer la nuit, on est bien pour dormir. Pas besoin de redescendre dans la plaine. Un peu plus bas dans la montagne, le maire et son équipe se préparent à réaliser les différents tirs de Gazex. Voilà. Bon. J'étais à la mairie, je t'attendais. Il faut d'abord bloquer la route. C'est le rôle des vigies. Bon, on monte, il se met en place. Lui, c'est la vigie de la tuile. Donc il met un panneau ici et il va se mettre en place en bas. L'ordinateur de la mairie est ensuite connecté aux abris de gaz et l'opérateur de service peut alors lancer les ordres de tir, les uns après les autres. Là, je connecte mon abri par le système GSM. Tac. Explosion. Ensuite, j'ai un code de tir. Je valide. Et voilà. C'est parti. On a envoyé le gaz dans les tuyaux. Et arrivé au canon, ça explose. Une sorte de feu d'artifice commence alors. Cruise 2. Ok. Là, il claque fort, hein, celui-là aussi. Ça y est. C'est tout bon. Ok. Je rappelle les vigies pour réouvrir la route. On rouvre, Loïc. Eh ben, je remonte alors, pas de souci. Merci. Est-ce que ça craint? Peut-on prendre la route? On ne se pose plus trop de questions à Cellier aujourd'hui. On dort tranquille. Les quelques habitants, comme les skieurs d'un jour. Et on râlerait presque quand la route est coupée. Et puis, ça fait du bruit en plus. Bref, revenons à nos ouvrages et à notre forêt. Au petit matin, on se dit que les forestiers ont bien de la chance. C'est beau de voir une forêt grandir, de voir la vie naître sous ses pieds, se battre sous ses skis.
Alors cette barrière à neige, elle a été installée au début des années 90. Elle permet de bloquer les flux de neige qui arrivent du Rognolet, qui traversaient tout ce plateau et qui venaient se déverser dans le couloir en bas. La turbulence qui est créée par l'alternance de bois et de vide dans la barrière permet un dépôt de la neige. Elle vient se poser ici, dans la zone où maintenant on a fait des reboisements, qui prendront plus tard le relais, et ça évite de charger les couloirs. Alors son fonctionnement est un peu perturbé maintenant parce que le logis des fées, on voit, il y a une construction qui s'est posée vers l'avant, il y en a une qui s'est reposée vers l'arrière, et c'est maintenant le logis des fées qui fait aussi office de barrière avant. On est juste au sommet du départ des couloirs de la Grande Lanche et de la Tuile. On voit les premiers ouvrages, des ouvrages en acier là, qui ont été refaits dans les années 84-85 en remplacement d'ouvrages qui avaient été initialement installés dans les fin des années 50, qui étaient en bois et qui n'ont pas survécu. Alors ces ouvrages, ils aident la forêt à s'installer dans la mesure où ils évitent le départ de l'avalanche. Une zone qui serait en perpétuel dégagement et flux d'avalanche, on aurait beaucoup de mal à installer des arbres. Là, la neige ne bouge plus, donc les arbres peuvent pousser tranquillement, enfin presque tranquillement quand même, parce qu'il y a des belles épaisseurs. Mais ce serait inconcevable de prévoir un boisement dans une zone où il y a de la neige en mouvement. Donc d'abord bloquer la neige. Et puis les ouvrages après deviendront plus du tout nécessaires. La forêt va prendre la place et va assurer toute seule le maintien du manteau neigeux. Quand on regarde la montagne, on peut y voir le danger, le risque, l'avalanche, la peur. On peut aussi y voir la beauté pure, la nature brute. Et si c'était ça que les premiers habitants de Cellier avaient vu? Et si c'était ça qu'ils étaient venus chercher? Faire corps avec les éléments. Sentir le rocher et la neige sous leurs pieds. Sentir le vent les traverser. Et s'ils n'étaient pas si fous que ça? L'hiver laisse place au printemps et la neige disparaît peu à peu. La vie qui sommeillait reprend de plus belle. Et quelque part en bordure de la forêt, le tétralyre se remet à chanter et à batailler. À Cellier, tout le monde combat finalement. Les arbres, les hommes, les animaux. Une lutte puissante les unit, celle pour la vie. À l'âge de 11-12 ans, quand on devait descendre au collège à Moutier, alors là c'était vraiment un périple. On se levait le matin, je ne sais pas moi, à 5 h du matin, et on partait. Et alors s'il avait bien neigé la nuit, j'ai foutu. Alors évidemment, mes parents disaient pourvu que la route soit libre, et moi je disais pourvu qu'il y ait une avalanche.
les exigences de sécurité et de viabilité ont aussi augmenté. Donc on ne supporte plus aujourd'hui ce qu'on supportait avant. Aujourd'hui, une fermeture d'une demi-journée fait grincer des dents, on n'aime plus attendre, enfin, il faut que tout soit déneigé au plus vite.